qu'est-ce qu'un tempo, à quoi ça sert et pourquoi que c'est important de bien l'appliquer. Donc, si vous avez déjà regardé un programme d'entraînement, vous avez peut-être remarqué une série de 4 chiffres comme celle-ci sans comprendre exactement à quoi ça sert ou peut-être le voir mais ne pas y accorder d'importance et ne pas le respecter. Donc ici, je vais vous expliquer exactement pourquoi c'est vraiment important un tempo et à quoi ça sert réellement. Donc, en premier, il faut comprendre qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça signifie. Donc, un tempo, c'est un outil de communication qu'un coach va utiliser pour dire à la personne c'est quoi le rythme qu'il veut qu'elle ait pendant l'exécution de son exercice. C'est quoi la vitesse? C'est quoi la façon dont le mouvement va être fait? Parce qu'il y a la façon de bouger, mais il y a aussi la vélocité et l'intention dans notre mouvement qui a de l'importance aussi. Puis c'est à ça que ça sert le tempo. Donc, quand on regarde cette série de 4 chiffres-là, le premier chiffre est toujours désigné pour la vitesse de la contraction excentrique du mouvement en secondes. OK? Donc, par exemple, si on a 3, 0, 1, 0 ici, ça veut dire que dans l'exercice, la phase où les muscles qui sont sollicités s'allongent, donc s'étirent, la phase excentrique du mouvement, ça va être la vélocité qu'on va avoir ici. C'est qu'on descendrait ou on retiendrait pendant 3 secondes. Par exemple, sur un squat, on descendrait en 3 secondes. Sur un bench press, on descendrait en 3 secondes. Sur un lat pull down, on monterait en 3 secondes parce que c'est dans cette phase-là qu'il va y avoir l'étirement. Après ça, le deuxième chiffre, c'est pour la transition. Parce que, par exemple, sur le squat, je pourrais vouloir que la personne fasse une pause en bas. Donc, ça ici, c'est la transition. S'il y a un 0, ça veut dire, dans l'exemple ici, qu'on va retenir en 3 secondes. Quand va venir le temps de contracter, on va contracter directement. On ne va pas faire de pause. Le troisième chiffre, c'est la contraction concentrique. C'est l'opposé de quand le muscle s'allongeait. Là, on va le raccourcir, on va contracter. Ici, ça va être là qu'il va y avoir l'effort dans le mouvement. Okay? C'est là qu'on va forcer le plus. Donc, c'est vraiment pendant la poussée. Donc, sur le squat, ça va être quand on lève. Sur le bench press, ça va être quand on lève. Sur le lat pull down, ça va être quand on tire. Okay? C'est là qu'il y a l'effort. Okay? Typiquement, c'est dans cet endroit-là, dans le mouvement, que si on a à atteindre l'échec musculaire, si on a à manquer une répétition, ça va être dans la phase concentrique et jamais dans la phase excentrique parce qu'on est plus fort quand on retient la charge. Et finalement, le 0, c'est la deuxième transition. Parce que, par exemple, sur mon squat, je pourrais vouloir que la personne ne fasse pas de pause rendue en haut. Même chose sur le bench press. OK? Si je veux que le mouvement soit en continu, bien, je vais mettre un 0 là, ce qui veut dire que quand j'arrive en haut sur mon squat, je descends tout de suite sans prendre de pause. OK? Si je fais ma rep et que là, je reprends mon souffle, bien là, en fait, il faudrait dire que c'est un tempo 3-0-1-2. Donc, il y a 2 transitions dans le mouvement. Et sur certains exercices, en fait, ça ne sera pas un endroit où on va récupérer comme sur le squat. En fait, ça va être un endroit où on va forcer. Je vais en venir à ça un petit peu plus tard. Donc, je vais donner des exemples ici. Un exemple de tempo pour des répétitions standards. Si le coach veut que la personne fasse juste des répétitions avec un rythme standard, OK? Juste contrôlé, rien de particulier. Tout dépendant de l'amplitude de mouvement de l'exercice, ça va changer. Parce que je donne un exemple. Si je veux avoir le même rythme sur un back squat que sur un standing calf raise, l'amplitude de mouvement sur le back squat est environ 10 fois plus longue. Donc, si je donne le même tempo, on n'aura pas le même rythme. OK? Si je dis compte le même nombre de secondes sur ton calf raise que sur ton squat, le mouvement ne sera pas à la même vitesse parce qu'on n'a pas la même distance à parcourir. Donc, je vais donner des exemples très standards. 2-0, 1-0, 3-0, 1-0. Sur des petits mouvements, justement, 1-0, 1-0, ça pourrait être plus ça qui serait choisi. OK? Donc, ça veut dire, je veux juste que tu contrôles ton mouvement. Quand tu retiens, contrôler un petit peu plus lentement que quand tu forces, that's it. Mais on pourrait vouloir que la personne mette une emphase sur sa technique.
Les gens qui sont plus débutants, on va avoir tendance à privilégier des tempos avec une contraction excentrique plus lente. La raison principale pourquoi que je vais vouloir faire ça, c'est que je veux que la personne apprenne à maîtriser le mouvement. Comme je disais tantôt, on est plus fort dans la position excentrique. On est capable de supporter plus de charge, une plus grande résistance quand on retient la charge. Donc, si on met une emphase à être un petit peu plus lent dans cette phase-là, la personne va pouvoir mieux analyser son exécution pendant qu'elle le fait que si on lui dit d'aller super vite. Okay? Donc, typiquement, pour les mêmes exercices d'une personne qui est plus débutante, j'aurais tendance à ralentir un peu l'exécution de mouvement. Donc, pour des gens qui ne maîtrisent pas parfaitement les techniques d'entraînement, les tempos vont être un petit peu plus lents, règle générale. Okay? Ça, c'est une préférence personnelle. J'ai des bons résultats avec ça, donc c'est ça que je fais depuis longtemps. Maintenant, on peut vouloir mettre une emphase sur l'excentrique. Il y a plein de méthodes d'entraînement excentrique qui existent. Une première introduction à l'entraînement excentrique, ça serait simplement de mettre encore plus d'emphase sur la position excentrique. Par exemple, y aller avec des tempos de 5-0-1-0. Quelqu'un de plus avancé, on pourrait faire, par exemple, des séries de 1 répétition, mais avec un excentrique extrêmement lent, par exemple. On pourrait y arriver puis dire, on va faire un 10 secondes d'excentrique. Je le mets en parenthèse. Encore là, c'est juste pour la communication. C'est plus facile à comprendre comme ça que s'il y avait 5 chiffres, la personne dirait c'est quoi la 5e phase du mouvement. Mais ici, il est en parenthèse pour dire 10 secondes excentriques. Okay? Donc ça, c'est un exemple. Après ça, on peut vouloir que la personne mette une emphase dans certains endroits du mouvement. Mettre une pause excentrique, une pause isométrique à différents endroits. Ça peut être à l'endroit où on est le plus désavantagé, ça peut être à un endroit spécifique parce qu'on veut une réponse spécifique d'entraînement. Je donne un exemple. Sur un squat, on pourrait dire à une personne, je veux que tu fasses une pause de 2 secondes en bas dans le mouvement à chaque répétition. Okay? On pourrait utiliser une autre méthode qui est plus avancée où est-ce qu'on veut que la personne descende jusqu'en bas, monte de quelques pouces pour faire une pause vraiment à l'endroit où il y a le plus de résistance pour ensuite essayer de combattre l'inertie. Donc, ici, typiquement, on mettrait une note pour expliquer que c'est ça qu'on veut, mais moi, j'aurais tendance à plus l'écrire de cette manière-là. OK? C'est un petit détail. C'est pas nécessaire de l'écrire comme ça, mais moi, c'est comme ça que je l'écrirais. On peut vouloir mettre une emphase sur la position contractée d'un exercice aussi. Ça, c'est quelque chose qui se ferait. Donc, par exemple, si je prends un seated row, puis je veux que la personne fasse une pause, mais quand que ses muscles sont raccourcis. Bon, bien ici, on a notre excentrique rendu en position étirée. On ne va pas faire de pause. On va monter et on va tirer et on va faire une pause à la fin de 2 secondes, mais ça pourrait être 3, peu importe. C'est juste pour dire, c'est de cette manière-là. On pourrait vouloir mettre une emphase dans une position étirée dans le but de causer plus de dommages musculaires, dans le but de stimuler un mécanisme d'hypertrophie. Donc, par exemple, on pourrait faire du standing calf raise ou du seated calf raise, peu importe, et faire de longues pauses en position étirée, 5 secondes en position étirée à chaque répétition. Donc, il y a plein de manières de le faire. Mais on commence à voir ici, là, on peut utiliser le même exercice, mais l'exécuter de plein de façons différentes pour stimuler différentes adaptations. Okay? Encore là, on peut vouloir travailler la puissance. Donc, typiquement, qu'est-ce qu'on va écrire là-dessus? C'est qu'on voudrait que la personne ait l'intention d'accélérer la charge le plus vite possible. La charge ne va pas forcément se déplacer extrêmement vite, mais on veut mettre l'emphase là-dessus. Okay? Quand on parle de puissance, on parle de force fois vitesse. Donc, on veut les deux en même temps. Donc, on va avoir une bonne résistance, mais on va essayer d'accélérer, de combattre cette résistance-là avec le plus de vélocité possible. Typiquement, quelqu'un qui est plus débutant, on va quand même garder un excentrique qui est contrôlé, okay, pour un point de vue technique. Mais plus la personne évolue
au niveau de sa technique, évolue dans l'exécution de son exercice, est en contrôle, plus l'athlète va avancer, plus on peut se permettre d'accentuer aussi l'excentrique pour bénéficier du réflexe myotatique, pour essayer d'utiliser l'énergie élastique à notre avantage. Mais ça, c'est juste dans certaines situations qu'on utiliserait ça. Puis pour finalement, par exemple, dans des levées olympiques, bien là, les deux pourraient être rapides. OK? Mais en fait, je ne mettrais pas un X là, je garderais quand même un 1, mais ce que je dirais à la personne, c'est juste n'essaie pas, tu sais, là on mettrait une note, mais n'essaie pas de retenir la charge dans l'excentrique. Ça, on va parler de gens extrêmement avancés qui s'entraînent vraiment spécifiquement pour de la puissance. Expression de force. Donc, si on veut qu'une personne, par exemple, fasse un 3RM, un powerlifter ou peu importe, mais que la personne est peut-être pas qualifiée pour faire un vrai 1RM, ou qu'à ce moment-là, dans sa programmation d'entraînement, ça ne serait pas logique de mettre un effort maximal de 1 rep, mais qu'on voudrait voir vraiment c'est quoi son 3RM maximal pour après ça estimer c'est quoi qu'il est capable de faire au maximum et adapter l'approche comme ça. On pourrait y aller, par exemple, avec un tempo comme ça. Disons un bench press. Je veux que tu retiennes juste pour pas t'écraser la barre dessus, que tu accélères le plus vite possible, mais que tu fasses une pause en haut. Puis que tu fasses ça à chaque rep. Pendant cette pause-là, ça va régénérer un peu d'ATP. Ça va faire en sorte qu'on diminue le risque qu'il y ait une accumulation de déchets métaboliques qui va venir, si on veut, masquer notre réel potentiel de force. OK? Donc ça, c'est un exemple de comment on pourrait faire notre tempo. Petite note ici, justement, quand je disais que c'est qu'on veut dicter la façon dont l'exercice va être fait. Tu prends deux personnes du même niveau d'expérience, mais qui n'ont pas forcément la même personnalité, qui n'ont pas vu les mêmes choses au niveau du monde de l'entraînement, okay, qui n'ont pas les mêmes croyances autour de ce que ça prend pour être en shape. Et tu leur dis, fais 8-10 répétitions sur tel exercice. Ça se peut que la personne qui est plus craintive et qui n'a pas forcément jamais entendu dire qu'il fallait des charges maximales pour stimuler le maximum, cette personne-là va peut-être naturellement faire un tempo de 3-0-1-2. Donc, elle va descendre lentement, elle va contracter, puis elle va se resetter entre chaque répétition. Tandis que l'autre personne à côté, qui est peut-être une personne avec une personnalité un petit peu plus compétitive, avec un petit peu plus d'ego, et qu'en plus, cette personne-là a lu des choses comme quoi que la charge, c'était super important, puis tout ça, et que là, elle a vraiment accroché à cette croyance-là, bien, cette personne-là risque de naturellement faire un tempo qui va ressembler à ça. Parce qu'elle va vouloir à chaque série exprimer son plein potentiel de force. Mais l'affaire, c'est que si une personne s'entraîne toujours comme ça, puis ça, c'est quand même très typique, surtout chez les gars, c'est que là, il y a plein d'autres choses qu'on ne travaille jamais parce qu'on essaie toujours d'exprimer notre plein potentiel de force, mais souvent, la technique n'est pas là du tout, ce qui augmente le risque de blessure vraiment énormément. La force excentrique est probablement pas là non plus. On n'a jamais mis l'emphase sur aucun mouvement, aucun point spécifique dans notre exécution. Puis ça m'amène aussi au dernier point que des fois, on peut vouloir mettre des tempos spécifiques pour avoir un temps sous tension qui est élevé et qu'en fait, on se fout un peu de la vitesse que c'est fait. On veut juste que la personne soit sous tension longtemps pendant son exercice. Okay? Disons qu'on veut que la personne, si on met un timer là, entre 40 à 70 secondes, ça va être là que va durer sa série. En fait, on peut jouer avec les tempos de plein de manières. Okay? Tu sais, si la personne a fait déjà beaucoup d'excentriques, puis qu'on veut juste avoir un temps sous tension qui est long, mais que de faire beaucoup de répétitions, c'est pas quelque chose que la personne, mettons, apprécie faire, bien là, on peut jouer avec des tempos, par exemple. Je garde mon seated row encore une fois, mais je pourrais, ça va super bien pour des exercices de bras avec des câbles, ce genre de tempo-là.
mais on pourrait dire, gars, je veux que tu tiennes en 3 secondes, tu contractes en 3 secondes et tu tiennes la contraction en 3 secondes. Là, chaque répétition dure 9 secondes, puis on dit à la personne, fais 8 répétitions comme ça. Donc, on se trouve à un temps de tension qui est super long, mais la personne ne va peut-être pas être démotivée par le fait que c'est du 20 répétitions. Là, c'est assez infini ce qu'on peut faire avec ça, parce qu'on veut juste avoir un tempo qui est élevé pour avoir un temps sous tension qui est élevé. Aussi simple que ça. Comme vous pouvez voir, il y a vraiment beaucoup de variations possibles au niveau du tempo. Bien, c'est important de comprendre que chaque tempo a sa place et si on ne le suit pas, ça se peut qu'on stimule un autre mécanisme que le mécanisme qu'on essaie de stimuler. Ça se peut que le coach veut que ce soit X chose qui arrive, mais en ne suivant pas le tempo, on se trouve à avoir un résultat Y. Okay? Et c'est que souvent, ça peut mener à des blessures ou du surentraînement. Okay? Surtout quand le tempo est toujours fait de cette manière-là, et je dirais que ça, c'est l'erreur la plus fréquente, de toujours faire un tempo pour exprimer un maximum de force, donc avoir une charge maximale, mais ce qui va donner un maximum de résultats. Donc, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. J'espère que ça va vous aider. Merci d'avoir écouté. Ciao!